Vaccination et immunothérapie, deuxième partie. Alors, nous avons parlé dans un cours précédent de mémoire immunitaire et nous avons sous-entendu le rapport avec la vaccination. Aujourd'hui, nous allons essayer de détailler beaucoup plus. Mémoire immunitaire et vaccination. Comment est-ce que la mémoire immunitaire peut intervenir dans la vaccination et vice-versa? On peut se poser la question. Mémoire, c'est quelque chose que l'on a en nous et qui correspond à quelque chose que l'on a vécu. C'est une mémoire. Immunitaire, donc c'est relatif évidemment au système immunitaire. Vaccination, vaccin, bon, on entend beaucoup parler. Vous avez un agent pathogène, virulent, qui pénètre dans votre organisme. Ce sont mes cobayes qui font du bruit. Va se mettre en place au cours de cette primo-infection, donc première infection, une réponse primaire. Primo-infection, réponse primaire. Donc lorsque l'organisme n'a jamais été confronté à cet agent pathogène particulier et qui est virulent, eh bien, il s'agit d'une première infection, donc on va mettre en place une réaction primaire. À cette réaction primaire viendra un petit peu plus tard une réaction secondaire. Donc cette réaction primaire correspond à la première partie de la phase adaptative qui fait suite à l'immunité innée. Et la deuxième partie de la phase adaptative correspondra à la réaction secondaire. Donc à la réponse secondaire. Alors, suite à l'immunité innée dont je ne vais pas parler aujourd'hui, vous référez si vous le souhaitez à un autre cours précédent, il y a 2 ou 3 cours avant celui-ci. Donc, on commence directement par la phase adaptative. L'immunité adaptative est une immunité qui est censée adapter une immunisation parce que l'agent pathogène n'a pas été détruit par l'immunité innée. Donc, l'immunité adaptative va se mettre en place. Elle fait intervenir différents acteurs. Alors, notamment, donc les cellules effectrices, donc des cellules qui vont effectuer certaines réactions. Donc c'est le cas, par exemple, des lymphocytes B, mais indirectement plutôt les plasmocytes, et les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques. Alors nous avons décrit ces lymphocytes dans un cours précédent. Donc les lymphocytes T auxiliaires, dont le rôle est essentiellement celui de produire des interleukines qui vont mettre en communication tous les acteurs cellulaires en relation avec la mémoire, avec l'immunité contre l'agent pathogène virulent. Les plasmocytes qui essentiellement vont sécréter des anticorps extracellulaires, donc à l'extérieur de la cellule. Et puis les lymphocytes T cytotoxiques qui, eux, vont créer l'apoptose des cellules qui posséderont certains antigènes de l'agent pathogène virulent. Silence les cobayes. Ah, silence. Pire que des enfants. Bon, les enfants ne mordent pas les cages, mais eux, ils font du bruit. Bon, donc ces cellules effectrices sont censées permettre l'élimination de l'antigène et donc la guérison. Alors, donc ça, c'est ce que l'on appelle la réponse primaire, parce que lorsque une réaction secondaire se met en place, évidemment, il m'énerve ces cobayes. Tu vas arrêter, oui. Têtu. En fait, ils mordent la cage, c'est agaçant. Ils mordent les barreaux de la cage, ça fait du bruit, c'est agaçant. Bon. Donc je disais, il y a une guérison, mais lorsque l'agent pathogène virulent pénètre une seconde fois dans l'organisme, donc un petit peu plus tard,
bien, la réaction secondaire se met en place, c'est-à-dire c'est pratiquement la même que la réponse primaire, mais avec des facteurs de production d'agents, d'acteurs en tout cas de la réponse immunitaire qui est multiplié par, bon, allez, on va dire, un nombre très important. Bon, donc maintenant, est-ce que l'on peut faire la relation avec la vaccination? Ben, la vaccination, c'est quoi? Tout à l'heure, on avait un agent pathogène virulent qui infectait un organisme. La vaccination, ben, c'est pratiquement l'agent pathogène virulent ou pas? Ben non, c'est pas l'agent pathogène virulent, c'est l'équivalent de la virulence, mais en fait, ce sont des petits morceaux d'agents pathogènes, morceaux cellulaires, pas cellulaires, mais moléculaires évidemment, qui agissent comme agents antigéniques, c'est-à-dire qui vont être capables de faire réagir le système immunitaire. Autrement dit, lorsque vous avez l'injection d'un vaccin, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez également une réaction primaire. Ça veut dire que vos cellules effectrices vont se mettre en place au cours de cette phase adaptative, donc lymphocytes T auxiliaires, lymphocytes T cytotoxiques et les plasmocytes qui vont faire en sorte que qu'il y ait une élimination de l'antigène qui est rendu non virulent. Alors, dans le vaccin, donc, il y a en fait un principe actif contre lequel le système immunitaire est censé réagir, tout comme c'était le cas lorsque l'agent pathogène virulent avait pénétré dans l'organisme. Mais cette fois-ci, c'est un principe actif qui est rendu non virulent, c'est-à-dire sans danger. Mais pour que ce principe actif soit protégé, en quelque sorte, il faut des adjuvants. Donc on fait ce que l'on appelle une immunisation artificielle. Les principes actifs sont protégés par les adjuvants, on injecte tout ça et c'est le vaccin. Donc c'est une immunisation artificielle qui provoque un premier stade de réponse qui est bien la réponse primaire d'abord. Alors à noter que cette réponse primaire, elle est efficace au début, mais ensuite le taux d'anticorps par exemple diminue de manière assez importante. C'est pour ça que si l'on fait un vaccin, il faut un rappel. C'est-à-dire on rappelle au système immunitaire qu'il a déjà reçu des principes actifs, donc des éléments antigéniques, donc qui vont faire réagir le système immunitaire. Et puis, donc dans cette réponse primaire, de toute façon, des cellules mémoire de durée de vie, enfin de vie longue, en fait, enfin des cellules mémoire à durée de vie longue vont se mettre en place et ils vont persister dans l'organisme, à condition qu'il y ait donc une première injection, puis un rappel au bout d'un certain temps, voire un troisième rappel, voire un quatrième éventuellement. Donc ça dépend des agents pathogènes. Donc il y a une mémoire immunitaire, une réponse secondaire est possible si l'on réinjecte le principe actif antigénique une seconde fois, voire une troisième fois, et l'organisme ainsi se trouve immunisé, il est protégé. C'est bien une protection que nous offre la vaccination. Donc là, on a comparé deux choses, un agent pathogène virulent, un virus par exemple qui pénètre dans notre organisme, mais ça pourrait être une bactérie, un parasite, champignon microscopique, ou des cellules anormales, par exemple les cellules cancéreuses, qui font que le système immunitaire va réagir de manière à ce qu'il y ait soit une guérison lorsque c'est l'agent pathogène virulent qui nous a infectés, soit une protection, donc on anticipe une infection en vaccinant. Donc ça permet de ne pas subir les dommages que peuvent causer les agents pathogènes très virulents, donc très pathogènes, entre guillemets. Bon, voilà, donc pour ce qui est de la mémoire immunitaire, concernant la réponse primaire lors de la primo-infection, mais également la réponse secondaire lors d'une deuxième infection, et en parallèle, donc on a vu la vaccination, donc qui permet la protection, donc avec également des réponses primaires et secondaires. Bon. Alors maintenant, nous avons dit que la vaccination nous protège. Il faut anticiper les problèmes en se vaccinant contre certains agents pathogènes.
Alors on parle également, concernant cette vaccination, de protection individuelle et collective. Alors, dans le cas d'une épidémie, voire une pandémie, eh bien, la haute autorité de la santé doit mettre en place des mesures qui vont faire que l'épidémie va cesser. Alors, prenons 3 exemples de personnes. J'essaie de ne pas parler trop vite. Bleu. Vous imaginez un petit personnage que vous allez colorer en bleu, et il n'est pas immunisé et il n'est pas malade contre un agent pathogène particulier. Donc, imaginons, un agent pathogène particulier va commencer à se propager. Donc, disons que les individus qui seront colorés en rouge ne seront pas immunisés, mais seront malades et contagieux. Donc le bleu, on avait dit non immunisé, tout comme le rouge, mais le bleu n'est pas malade. Et non immunisé pour le rouge, mais le rouge est malade et contagieux. Et imaginons des petits personnages en jaune qui sont immunisés et non malades. Ça veut dire qu'ils ont subi... Alors, soit ils ont subi l'attaque du virus, par exemple, l'agent pathogène, et la personne s'est trouvée immunisée. Soit il y a eu une vaccination, la personne a été immunisée. Dans les deux cas, la personne est immunisée et elle n'est pas malade. Bon. Maintenant, imaginons une population où il y ait une population d'une 50aine de personnes à peu près, et imaginons qu'il y ait 2 personnes rouges, c'est-à-dire non immunisées, malades et contagieuses. Donc vous imaginez une 50aine de personnes, et parmi ces 50 personnes, eh bien 2 personnes ont attrapé le virus pathogène, et donc sont susceptibles de diffuser la maladie aux gens qui sont autour de lui. Imaginons que les personnes en bleu, donc non immunisées mais non malades, soient majoritaires, il y en a beaucoup, et imaginons que la personne immunisée et non malade soit à effectif très faible. Donc 2, 3, 4, 5, 6 personnes immunisées et non malades. Et imaginons 2 personnes qui soient non immunisées et malades. Et le reste de la population, donc ça veut dire, imaginons une 50aine moins 3 et 3, 6, 7, 8, une 50aine moins 8, donc ça fait 42 à peu près. Donc ça veut dire que 42 personnes en bleu ne sont pas immunisées, ne sont pas malades. Alors, ça veut dire que... c'est agaçant, mais alors... Donc ça veut dire que la couverture vaccinale est faible, puisqu'il n'y a que 6 personnes sur 50 qui sont immunisées. Sous-entendu, par exemple, qui ont été vaccinées, on va dire. Donc là, il va y avoir une épidémie. Pourquoi ? Bien parce que les quelques individus de la population sont vaccinés, donc sont protégés. Oui, mais l'agent pathogène, lui, continue à se propager, puisque même s'il y a 6 personnes immunisées, donc non malades, il y a également 2 personnes non immunisées, malades et contagieuses. Donc ça veut dire que ces 2 personnes, au bout d'un certain temps, vont faire que beaucoup de personnes dans la population seront malades, donc auront attrapé la maladie. Par exemple, on peut se retrouver toujours avec ces 6 personnes immunisées et non malades, ça ne change rien pour eux, ils continuent à vivre normalement. Mais les personnes en bleu, 2, 4, 5 personnes en bleu, il reste 5 personnes en bleu, et donc 5, 6 et 5, 11, donc ça fait 50 moins 11, ça fait 39 personnes, sont malades et contagieuses. D'où viennent leurs maladies ? Eh bien, de la contamination de la part des 2 personnes qui n'étaient pas immunisées, qui étaient malades et contagieuses.
Donc si ces deux personnes avaient été vaccinées, il n'y aurait pas cette quarantaine de personnes malades. Donc ça veut dire que si on a une couverture vaccinale qui est faible, eh bien l'épidémie se met en place. Maintenant, imaginons qu'il y ait une couverture vaccinale suffisante. Donc ça veut dire par exemple, on a toujours notre cinquantaine de personnes, et imaginons qu'il y ait alors 45 personnes immunisées et non malades. Donc 45 personnes, imaginons, se sont faites vacciner. Et imaginons qu'il y ait 2 personnes non immunisées, malades et contagieuses. Et puis imaginons 4 personnes bleues, non immunisées et non malades. Bien, ces personnes en bleu vont très certainement, s'ils entrent en contact avec les personnes, avec les 2 malades non immunisés, malades et contagieux, eh bien, vont très certainement attraper la maladie. Donc devenir au bout d'un certain temps immunisés également, sauf s'il y a des dommages très importants qui font que la personne va mourir. Bon. Donc ça veut dire que si 45 personnes sont immunisées, eh bien, ça veut dire que la couverture vaccinale est suffisante, la majeure partie de la population est vaccinée, donc la circulation de l'agent pathogène va être bloquée. Donc il n'y aura pas d'épidémie. Donc vous voyez que la vaccination, c'est aussi une protection individuelle. Enfin, c'est une protection individuelle, mais c'est également une protection collective. C'est de la responsabilité des personnes de dire, eh bien, pour ne pas contaminer les gens autour de moi, je me fais vacciner. Alors bien sûr, après on peut dire il peut y avoir des effets secondaires, mais si on prend la globalité de la population, la vaccination est largement bénéficiaire par rapport à la non-vaccination. Parce que lorsque l'on est contaminé par un agent pathogène, la virulence, alors ça dépend de sa virulence, mais quelquefois il y a des séquelles, si la personne attrape la maladie, des séquelles, voire des morts. Voilà. Donc la responsabilité des uns est à réfléchir pour que les autres, en fait, soient protégés également. Il faut essayer de faire partir, essayer d'oublier un petit peu le côté égoïste de sa propre personne, pour dire je ne me fais pas vacciner, moi je suis le plus fort, mon corps est résistant. Oui, mais les autres, et tous les morts, tous les gens qui sont morts parce qu'il y avait une virulence accentuée qui ont fait que tel ou tel virus, tel ou tel pathogène a détruit une certaine partie de la population. Bon. Donc, vaccination, une protection individuelle et collective, c'est une évidence. Hein. On a le choix entre laisser l'épidémie se mettre en place ou pas d'épidémie. Pas d'épidémie si la couverture vaccinale est suffisante et épidémie si la couverture vaccinale est faible. C'est une évidence. Bon. Alors après, si on parlait un petit peu d'immunothérapie, alors l'immunothérapie c'est un sujet qui est large mais qui est relativement intéressant. Vous imaginez un individu qui est malade, eh bien il existe, et le marché pharmaceutique met en place, le marché des molécules en fait met en place des vaccins thérapeutiques qui sont censés lutter contre certaines cellules d'une tumeur, par exemple d'une tumeur cancéreuse évidemment. Donc ça peut concerner les cellules tumorales, ces vaccins thérapeutiques. Ça peut concerner des antigènes tumoraux, des cellules dendritiques avec antigènes tumoraux plus des agents, des adjuvants, les lymphocytes T du patient activés in vitro. Donc voilà ce que peut représenter cette vaccination thérapeutique des cellules de la tumeur. L'immunité par ce qu'on appelle l'immunothérapie peut être active et peut marcher. Bon. Alors, on a une autre... donc là, on parlait d'immunité active. Hein. Immunité active, vaccin thérapeutique, je répète, donc cellules normales, antigènes tumoraux, cellules dendritiques avec antigènes tumoraux plus adjuvants, lymphocytes T du patient activés in vitro. Là, on parlait de cellules de la tumeur dans le cas où il y avait des cancers. Maintenant, on peut parler également d'immunothérapie passive. Alors, on parle d'anticorps monoclonaux de différentes spécificités qui vont contribuer à détruire les cellules tumorales et ou activer les lymphocytes T. Donc, ça peut concerner évidemment donc, certains de ces traitements sont ciblés également
sont ciblés, et ça dépend des maladies. On peut avoir des maladies auto-immunes, on peut avoir des déficits immunitaires et bien sûr on peut avoir des cancers. Bon, l'immunothérapie, j'en parlerai peut-être plus profondément dans un autre cours, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu nouveau en fait. Donc vaccination et immunothérapie. Alors on parle évidemment de mémoire immunitaire, de vaccination, et notamment on parle de vaccins et de vaccination préventive. C'est une protection individuelle mais également collective, cette vaccination, et puis on peut aider le système immunitaire face à certaines maladies déclarées en faisant ce que l'on appelle l'immunothérapie. Alors, lorsqu'il y a un antigène qui entre pour la première fois dans votre organisme, eh bien, certaines cellules effectrices en relation avec la phase adaptative, qui fait suite à l'immunité innée, donc là on parle d'immunité adaptative, eh bien, certaines cellules effectrices vont participer à l'élimination de la bactérie, du virus ou de tout être microscopique qui est pathogène. Il y a une production de cellules qui vont avoir une durée de vie longue et qui seront ce que l'on appelle des cellules mémoire. Cellules mémoire qui peuvent être de plusieurs ordres. On avait parlé de lymphocytes B, de plasmocytes également, de lymphocytes T, CD8, T, CD4 également, et à partir des lymphocytes T, CD8, on a des lymphocytes T cytotoxiques qui sont mis en place, et à partir des T, CD4, des lymphocytes T auxiliaires qui sont mis en place. Donc toutes ces cellules vont constituer des cellules qui auront une mémoire immunitaire, et ces cellules ont une durée de vie relativement longue. Donc ce qui va inciter le système immunitaire donc à protéger l'organisme évidemment contre cet élément pathogène. Donc on a bien les lymphocytes B, les plasmocytes, lymphocytes T CD4, lymphocytes T CD8 qui sont les acteurs principaux qui font partie des acteurs principaux en relation avec les réactions immunitaires, la protection de l'organisme. Donc je répète, lymphocyte B est dérivant des lymphocytes B, c'est plasmocytes. Les lymphocytes T CD4 et dérivants des TCD4, ce sont les T auxiliaires, producteurs d'interleukines. Les interleukines vont permettre la communication entre tous les acteurs, toutes les cellules en relation en fait avec le système immunitaire. Et troisième grand type de cellules effectrices dont la durée de vie peut être relativement longue, une fois que la réaction secondaire s'est mise en place. Parce qu'il y a immunité innée, immunité adaptative, primo-infection, puis donc la phase primaire, puis phase secondaire, deuxième infection. Donc lymphocyte T CD8 avec leur lymphocyte T cytotoxique qui crée l'apoptose des cellules en produisant des molécules en fait qui vont faire que cette cellule va être détruite puis phagocytée ensuite. Donc ces cellules vont persister en petit nombre dans l'organisme. Ces lymphocytes T cytotoxiques, plasmocytes, T auxiliaires, donc, mais lorsqu'il y a une deuxième réponse, enfin une réinfection en fait par l'agent pathogène, alors évidemment, tous ces acteurs vont se remultiplier, vont se mettre en place très rapidement et se multiplier de manière exponentielle pour lutter contre le pathogène. Alors, donc, certaines cellules persistent en petit nombre dans l'organisme, alors que d'autres vont être détruites. Une fois que les plasmocytes, par exemple, ont fait leur travail de sécréter beaucoup d'anticorps, ils vont être détruits. Et à ce moment-là, c'est les lymphocytes T cytotoxiques qui vont s'occuper de les détruire, pas de les phagocyter, mais de les faire mourir, et ensuite les cellules phagocytaires vont prendre le relais. Donc s'il y a un contact ultérieur avec l'agent pathogène en question, eh bien, il va y avoir un déclenchement
d'une réponse immunitaire que l'on appellera secondaire et qui fait suite à la phase immunitaire adaptative primaire, évidemment. Cette réaction secondaire, elle est très rapide, elle est efficace. Et pourquoi? Eh bien parce que les cellules mémoire se réactivent très facilement et de manière exponentielle. Et donc elles vont devenir de ce fait-là beaucoup plus nombreuses et également beaucoup plus réactives. Alors, le vaccin, eh bien, pourquoi est-ce que l'on dit, pourquoi est-ce que l'on parle de vaccination préventive? Eh bien, parce que un vaccin, ce sera un agent pathogène qui n'est plus pathogène. Un vaccin, c'est un principe actif dans lequel il y aura des formes antigéniques inoffensives, donc ils sont rendus inoffensives, mais qui conservent leur pouvoir, enfin, qui permettent au système immunitaire de mettre en place la réaction adaptative. Sauf si évidemment la réaction innée a détruit d'abord tout le principe actif. Mais bon, en général, le système adaptatif se met en place. Alors, ce pouvoir immunogène donc est très important puisqu'il remplace l'agent pathogène mais qui n'est pas dangereux, donc l'antigène, qui fait que le système immunitaire se met en place et déclenche la phase adaptative et puis permet la formation de cellules mémoire que nous avons vues tout à l'heure, eh bien c'est une action qui est très efficace, mais seulement ce principe actif, quelquefois, il est instable. Il faut qu'il soit rendu stable en ajoutant ce que l'on appelle des adjuvants. Et les adjuvants, ils permettent d'augmenter l'efficacité justement du principe actif qui est immunogène. C'est-à-dire qui peut déclencher la réaction du système immunitaire à grande échelle. Grande échelle, je répète, c'est immunité innée, puis adaptative avec la réponse primaire, puis la réponse secondaire. Et dans la réponse primaire et la réponse secondaire, on a toujours les acteurs qui sont les lymphocytes B, les plasmocytes, les lymphocytes T CD4, les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes T CD8 et les lymphocytes T cytotoxiques. À force de répéter, on arrive à bien comprendre à la fin. Alors, le principe de la vaccination, c'est donc de déclencher chez un individu en bonne santé la fabrication de cellules qui auront des mémoires spécifiques, en fait, en relation avec l'antigène injecté. Donc on aura des clones de cellules immunitaires qui sont capables de reconnaître un principe actif bien défini, donc un antigène bien défini. Donc les cellules immunitaires vont pouvoir reconnaître très rapidement l'agent pathogène en question. Donc ça veut dire qu'il y a différents clones de cellules qui sont capables de reconnaître différents types d'antigènes. Si vous avez un antigène A qui est injecté, par exemple, eh bien la réponse immunitaire qui se mettra en place sera en relation avec l'antigène A. Et pas avec l'antigène B si on injecte l'antigène B en parallèle ou un autre jour. Eh bien, tous les acteurs qui ont été mis en relation avec l'antigène A ne vont pas se mettre à détruire l'antigène B. Parce que pour l'antigène B, il faut le même principe, c'est que des clones de cellules vont reconnaître l'antigène B et mettre en place un système de protection contre l'antigène B, autrement dit le détruire. Bon. Alors, quelquefois il faut des rappels, puisque lorsque l'on injecte une première fois, on a une primo-infection, mais si on raisonne par rapport aux anticorps, eh bien les anticorps, ils augmentent de manière très importante dans le corps pour neutraliser les antigènes, oui, mais la quantité d'anticorps diminue relativement rapidement. Donc il faut rappeler au corps, donc au système immunitaire, qu'il avait déjà été infecté par le même antigène, de manière à ce que la réaction de tous les acteurs de la réponse immunitaire se mette en place de manière très rapide.
Donc il y a des vaccins préventifs qui vont conférer une protection contre le déclenchement de certains cancers également. Donc ça c'est intéressant, notamment par rapport aux personnes qui ont des cancers qui sont détectés assez rapidement. Bon, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas trop discuter pour l'instant. Mais en tout cas, il faut savoir que certains vaccins préventifs vont conférer une protection contre le déclenchement de certains cancers. Alors, donc, ça veut dire que certains virus sont sensibles, en fait, à certains vaccins, enfin, sont sensibles. Certains virus sont sensibles. Pourquoi ? Parce que une vaccination préventive a été faite. Bon, j'en parle pas aujourd'hui. La vaccination, on avait dit que c'était une protection individuelle, mais également une protection collective. La diffusion d'une maladie contagieuse au sein d'une population, elle est liée directement au nombre de personnes qui peuvent contracter et donc transmettre la maladie. Donc plus le nombre de personnes vaccinées augmente et plus le risque de propagation de l'agent pathogène va diminuer évidemment. C'est ce que l'on appelle l'immunité de groupe. Une certaine solidarité en fait. Donc qui protège, donc c'est l'immunité de groupe qui va protéger les sujets vaccinés, puisqu'ils sont vaccinés. Il y a eu une prévention, donc un vaccin préventif qui a permis de faire que la maladie ne s'est pas déclenchée lorsque l'agent pathogène a pénétré dans l'organisme. Donc c'est l'intérêt de l'immunité de groupe. Donc je disais que c'est l'immunité de groupe qui protège les sujets vaccinés, mais aussi les non vaccinés, parmi lesquels les personnes les plus fragiles. Alors, une couverture vaccinale suffisante est nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter que les épidémies graves ne se propagent à tel ou tel endroit, voire se transforment en pandémie. Mais elle reste insuffisante dans de nombreux pays pour des raisons, évidemment, que la pauvreté, raisons socio-économiques, etc. Alors, tout à l'heure, on avait parlé d'immunothérapie. Eh bien, on peut aider également, il est possible, ce sont des technologies qui sont relativement nouvelles, le système immunitaire face à une maladie déclarée. Donc, aider le système immunitaire face à une maladie déclarée. C'est ce que l'on appelle l'immunothérapie des cancers, regroupe différentes stratégies. Il y a des vaccins thérapeutiques qui vont activer le système immunitaire pour qu'il élimine les cellules cancéreuses. Alors ça c'est très intéressant parce que imaginons un vaccin et une réponse immunitaire qui détruisent chaque cellule cancéreuse. C'est un souhait très important. Ce serait une révolution dans la guérison de tous les cancers. Mais bon, le cancer c'est le cancer. Il n'y a pas un seul type de cancer. Il y a pratiquement autant de types de cancer qu'il y a de personnes cancéreuses qui ont attrapé le cancer, qui possèdent le cancer. Donc, ces vaccins thérapeutiques sont personnalisés, ils sont adaptés aux caractéristiques moléculaires de la tumeur du patient. Alors, ne pas oublier qu'il y a ce que l'on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, qui fait que chaque personne est en soi possède en elle en fait une carte génétique personnelle, individuelle, unique, pratiquement. Alors, on parle également d'anticorps monoclonaux qui permettent de cibler des molécules portées par les cellules normales, par les cellules tumorales, ou des composantes de leur environnement. Ces thérapies innovantes sont porteuses d'espoir, évidemment, mais elles suscitent de nombreuses interrogations, ce n'est pas toujours au point pour l'instant, et en constante évolution, elles sont aussi utilisées pour soigner d'autres maladies. Alors, donc si on reprenait les choses en expliquant un petit peu plus en détail. La réponse immunitaire adaptative, qui fait suite à la réponse immunitaire innée, elle permet de lutter de manière efficace contre certains pathogènes.
mais quelquefois elle est insuffisante face à certains pathogènes qui sont très dangereux et également face au cancer. Il existe des techniques préventives, des techniques thérapeutiques également, utilisées pour améliorer la santé humaine. Alors, donc on avait parlé de mémoire immunitaire. Essayons de voir en quoi il est possible de mettre en mémoire certaines agressions qui sont subies par le corps. Donc un agent pathogène pénètre dans le corps, c'est une agression. Essayons, pour mieux comprendre, de revoir le rôle des cellules mémoire. Imaginons, vous avez une infection virale, donc un virus, ou bien une infection bactérienne, donc une bactérie, pathogène. Donc virus pathogène, bactérie pathogène. On s'aperçoit en général qu'en quelques jours, il est tout à fait possible d'être guéri. Souvent, la personne en question, elle est immunisée à la suite de ce premier contact. Donc à la suite de cette primo-infection, de cette réponse primaire en fait, suite à la réponse innée. Donc, ça veut dire quoi? Cela montre que le système immunitaire a gardé l'agression en mémoire. Alors comment? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans le rôle des cellules mémoire. Donc il y a ce que l'on appelle une mémoire du système immunitaire qui est mis en évidence également lors d'expériences de greffe. Et là, on avait parlé dans un autre cours, on avait vu que les cellules cytotoxiques étaient capables de rejeter certaines cellules qui ne faisaient pas partie du soi. Par exemple, si un greffon provient d'un donneur, il est généralement rejeté par un individu receveur. Pourquoi? Parce que le receveur considère que les cellules du greffon, donc les cellules du donneur en fait, possèdent une identité qui ne correspond pas à la sienne. Autrement dit, c'est un élément étranger. Le greffon est considéré comme un élément étranger. Et on s'aperçoit également qu'une deuxième greffe, donc un deuxième greffon en fait, est rejeté beaucoup plus rapidement que lors de la première greffe. Ça veut dire que le système immunitaire, il réagit de manière beaucoup plus réactive, entre guillemets, lors de la deuxième tentative. Pourquoi? Alors, on sait qu'il y a des cellules mémoire qui mémorisent ce qui s'est passé une première fois pour réagir de manière beaucoup plus rapide. Et c'est là tout l'intérêt des cellules mémoire qui ont un rôle de reconnaissance, non seulement de reconnaissance, mais un rôle qui va faire que l'agent pathogène rejeté, donc étranger, est rejeté plus rapidement. Donc lorsqu'il y a un premier contact antigénique, il y a ce que l'on appelle une réponse immunitaire primaire. Donc ça, on l'avait bien compris. Et cette réponse immunitaire primaire, elle va comporter une sélection, dans un premier temps, sélection clonale, et une prolifération, dans un deuxième temps, de certains clones de lymphocytes. Donc ils auront toutes la même fonction, tous ont la reconnaissance de l'agent pathogène particulier. Donc il y a une reconnaissance spécifique. Alors, donc il y a une prolifération de certains clones de lymphocytes, donc une sélection clonale, puis une prolifération de certains clones de lymphocytes. Puis il va y avoir ensuite ce que l'on appelle, alors lorsque l'on parle de prolifération, évidemment, c'est par mitose. Ça veut dire que les cellules, une cellule en donne 2, puis 4, etc.
donc ces différents lymphocytes, prolifèrent de manière très très importante. Puis un certain nombre de ces lymphocytes vont se différencier en cellules effectrices, donc en cellules qui vont effectuer une tâche, un travail spécial et spécifique. Et ces cellules effectrices qui proviennent de la différenciation de clones de cellules qui ont tous la potentialité de reconnaître le même antigène, eh bien, différenciation en cellules effectrices qui sont spécifiques d'une part, donc spécifiques de l'agent capable de l'antigène, et elles sont capables d'éliminer cet agent pathogène. Donc il y a des cellules mémoire qui se forment donc, suite à la prolifération très active de ces lymphocytes. Et donc certains se différencient, mais d'autres vont garder la mémoire. Donc il y a des cellules mémoire à durée de vie longue qui sont également produites et qui vont augmenter les effectifs des clones de lymphocytes B, d'une part, de lymphocytes T CD8 d'autre part, et de lymphocytes T CD4 qui, entre parenthèses, eux, sont le pilier du système immunitaire. Pilier, entre parenthèses, qui est détruit par les virus HIV. D'où les gros problèmes lorsque l'on a ce que l'on appelle le sida. Des cellules effectrices, comme les lymphocytes T cytotoxiques et les plasmocytes, vont persister dans l'organisme également. Donc il y a des lymphocytes T cytotoxiques qui vont se concentrer surtout dans les tissus qui ont subi la première agression et sont prêts à détruire à nouveau spécifiquement les cellules anormales. Donc les cellules T cytotoxiques, en fait, elles ont pour rôle de détruire les cellules qui ont été en contact avec l'agent pathogène. Ou du moins, elles détruisent donc toute cellule anormale. Ça peut être des cellules cancéreuses également. Bon, ça c'est un peu spécial, j'en parle pas. Les plasmocytes sécrètent des anticorps qui vont assurer une protection permanente contre les formes circulantes de l'agent pathogène. Alors ça peut être bactéries, virus, etc. Et il y a ce que l'on appelle... il y a également dans les cellules effectrices des cellules qui proviennent de la différenciation de TCD4 et que l'on appelle des cellules T, donc des lymphocytes T auxiliaires, qui, cellules, vont sécréter des interleukines qui vont mettre en communication les différents acteurs de la mémoire immunitaire, donc du système immunitaire, en relation spécifiquement avec l'antigène, avec un antigène précis. Donc il va se constituer pour un antigène bien particulier, ce que l'on appelle un phénotype immunitaire, qui est l'ensemble des cellules et des molécules qui interviennent dans les réactions adaptatives, et ceci de manière spécifique à un antigène particulier. Donc ce phénotype immunitaire, il s'enrichit après chaque contact antigénique nouveau qui pénètre dans l'organisme. Lorsqu'il y a un contact ultérieur avec l'agent pathogène, eh bien des cellules mémoire à durée de vie longue, plus nombreuses et plus réactives que ne l'étaient les lymphocytes de départ qui eux étaient naïfs au départ, eh bien déclenchent une réponse immunitaire secondaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, ce qui permet d'atténuer, voire d'annuler les effets occasionnés par l'agent pathogène. Autrement dit, la réaction se met en place de manière beaucoup plus rapide lors de donc suite à la primo-infection, donc lors de la deuxième infection. Donc là, on comprend mieux le rôle des vaccins et en quoi la vaccination préventive est utile. Alors d'abord, essayons de rappeler la composition des vaccins. Alors on en a parlé tout à l'heure, maintenant on redétaille un petit peu plus. Le principe actif d'un vaccin, il faut qu'il ait absolument perdu son effet pathogène, on va dire. Mais il faut qu'il garde en même temps son pouvoir immunogène, c'est-à-dire sa capacité à déclencher les réactions du système immunitaire contre lui, en fait. Donc il faut qu'il garde son pouvoir immunogène. Alors, concernant ces principes actifs, donc là, vous voyez, on ne parle pas d'adjuvants pour l'instant, mais les adjuvants seront ajoutés aux principes actifs pour
faire en sorte que ce principe actif soit stable, ne soit pas détruit dans le vaccin. Donc ces principes actifs, ça peut être des micro-organismes vivants. Ça peut être également les toxines que ces organismes vivants fabriquent, mais concernant ces micro-organismes vivants, eh bien, la virulence est atténuée évidemment. Donc ce vaccin peut être des organismes vivants dont la virulence est atténuée. Mais ça peut être, je le répète, des toxines provenant également de ce micro-organisme vivant. Ça peut être également, ce principe actif, donc des micro-organismes qui sont tués, mais qui possèdent évidemment leur pouvoir immunogène. Ça peut être des protéines de l'agent pathogène purifiées, donc ces protéines purifiées, ou produites par génie génétique à partir du gène correspondant isolé. Mais donc, dans tous les cas, il y a toujours un pouvoir immunogène. Tout à l'heure, lorsque l'on disait le principe actif peut être un micro-organisme vivant dont la virulence est atténuée, oui, mais conservant également son pouvoir immunogène. Alors, les vaccins dont le principe actif n'est pas vivant contiennent également des adjuvants. Donc ce sont des petites molécules qui sont reconnues par des cellules de l'immunité innée, alors cellules dendritiques par exemple et macrophages. Alors, donc ces protéines, je parle des protéines, sont des molécules reconnues par les cellules de l'immunité innée, je ne parle pas des adjuvants. Les adjuvants, c'est pour faire en sorte que les vaccins, le principe actif des vaccins soit stable. Donc lorsque l'on parle de principe actif stable, eh bien, il faut que ce soit des molécules qui sont reconnues en parallèle par des cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire cellules dendritiques, macrophages, etc. Et ce qui va déclencher ce que l'on appelle une réaction inflammatoire locale, donc en relation évidemment avec l'immunité innée, qui va être plus efficace, et cela va activer la réponse adaptative, puisqu'il y aura des cellules présentatrices de l'antigène, par exemple cellules dendritiques qui vont aller jusqu'au ganglion lymphatique, admettons. Là, il y aura des lymphocytes T, par exemple, ou lymphocytes B, et auxquels la cellule présentatrice va présenter l'antigène. Alors cette cellule présentatrice, elle possède au niveau de sa membrane les molécules du CMH, et à ces molécules du CMH sont fixés les éléments antigéniques. Et ces éléments antigéniques fixés au CMH sont reconnus par des lymphocytes B et lymphocytes T spécifiques de l'antigène considéré. Donc on a dit que... alors je répète un petit peu ce que j'ai dit suite à mon explication, c'est que les vaccins dont le principe actif n'est pas vivant contiennent des adjuvants. Alors, les vaccins, donc le principe actif, correspond à des molécules qui vont être reconnues par des cellules de l'immunité innée, ce qui va déclencher une réaction inflammatoire locale plus efficace et ce qui va activer également la réaction adaptative suite à la cellule présentatrice, suite à l'action de la cellule présentatrice de l'antigène vis-à-vis des lymphocytes T. Donc, mise en place d'une réaction adaptative. Donc, cette réponse adaptative va augmenter évidemment l'efficacité du vaccin. Alors, pour être administrés, notamment aux bébés, plus fragiles que les adultes, les vaccins doivent être sûrs. Il faut évidemment que les effets secondaires soient minimisés. Et il faut évidemment qu'il y ait une protection efficace contre l'agent pathogène pour une durée longue, par exemple la durée peut-être de 10 ans. Autrement dit, donc on a un agent pathogène. Sur cet agent pathogène, il y a des antigènes. Il y a également des gènes dont l'expression va donner les antigènes. Il y a également, quelquefois, au niveau de ces agents pathogènes, des toxines. Et des anatoxines également sont formées, toxines atténuées, qui vont correspondre à un principe actif que l'on mettra dans le vaccin. En fait, donc on met soit des anatoxines, soit des antigènes, des petits morceaux d'antigènes, soit des micro-organismes qui sont tués par traitement chimique, soit des micro-organismes vivants mais inactivés. Donc ça, c'est le principe actif. Et à ce principe actif,
eh bien, va être ajouté en fait des adjuvants, voire des conservateurs. Donc ça, c'est pour la composition d'un vaccin. Donc je répète, globalement, on a au niveau de l'agent pathogène des antigènes, des gènes de l'antigène et des toxines, mais dans le principe actif, ces éléments sont rendus inefficaces. Mais le pouvoir immunogène est conservé concernant ce micro-organisme vivant inactivé, ou bien ces micro-organismes tués, ou bien ces antigènes, ou bien ces anatoxines qui sont des toxines atténuées. Donc, j'ai répété. Donc, composition du vaccin, voilà. Et maintenant, la vaccination préventive. Est-ce que c'est vraiment efficace? Eh bien, elle consiste à injecter chez un individu sain une préparation, donc un vaccin, qui va permettre en fait une réponse primaire avec production d'anticorps et production de lymphocytes T, alors CD4 et CD8, avec indirectement évidemment plasmocytes, formation de plasmocytes sécréteurs d'anticorps, formation de lymphocytes T CD8 producteurs également de lymphocytes T cytotoxiques, et production de lymphocytes T en grande quantité, en fait, production de lymphocytes T CD4 qui va permettre la formation de lymphocytes T auxiliaires et donc d'interleukines qui permettront les communications entre les cellules. Donc il va y avoir production de nombreuses cellules, de nombreux acteurs du système immunitaire qui vont constituer une mémoire, qui vont représenter une mémoire immunitaire. Ces cellules représentent une mémoire immunitaire qui sont spécifiques de l'agent pathogène, c'est-à-dire du principe actif que l'on a mis dans le vaccin. Et lorsqu'il y a un contact ultérieur avec cet agent pathogène, eh bien les cellules mémoire vont induire une réponse de type secondaire très rapide, puisque la réponse primaire, c'est la première fois, c'est suite à l'immunité innée, ça fait partie de la réponse adaptative, mais lorsque l'organisme n'a jamais été vraiment en contact avec l'antigène, non contact autre que ce qui s'est passé dans la réaction, dans l'immunité innée. Donc il y a immunité innée, réaction primaire, réaction secondaire. Et réaction primaire et secondaire font partie de la réaction adaptative. Donc formation de cellules mémoire, évidemment. Donc on a dit qu'en cas de contact ultérieur suite à la primo-infection, donc contact ultérieur, donc réaction secondaire, les cellules mémoire vont induire une réponse de type secondaire très rapide et de grande ampleur, ce qui va éviter évidemment la maladie. La vaccination améliore donc les capacités de défense des individus face à des agents naturels en modifiant évidemment le phénotype immunitaire, qui est l'ensemble des acteurs du système immunitaire, mais qui évolue en fonction des différentes agressions, par des agents immunogènes, en fait, qui mettent en place de nouvelles phases de réaction et donc qui augmentent de manière efficace ce phénotype immunitaire. Donc il l'enrichit, en fait. Le phénotype immunitaire est enrichi chaque fois que le système immunitaire rencontre une nouveauté contre laquelle il va lutter. Certains vaccins nécessitent des rappels, puisqu'il y a la primo-infection et ensuite il y a des réactions secondaires. Donc des rappels au cours de la vie de l'individu vacciné pour que le réservoir de cellules mémoire soit suffisant et durable pour protéger l'organisme en cas de rencontre avec les micro-organismes pathogènes, rencontre ultérieure évidemment. Alors, nous avons dit que la vaccination était une protection. Bon, c'est un fait établi évidemment, mais c'est une protection individuelle, mais non seulement individuelle, mais également collective. Nous savons que la vaccination, elle induit une immunité de groupe, et nous savons également que pour que cette immunité de groupe soit efficace, quelquefois, les politiques de santé publique doivent mettre en place des lois, en fait, des protections, des mesures de protection contre certains agents pathogènes. Bon. Donc face à des agents pathogènes dangereux ou très contagieux, la vaccination va permettre d'éviter les épidémies. L'épidémie, donc, c'est lorsqu'un pays, par exemple, est concerné par un microbe spécial, pathogène.
Lorsque c'est la Terre entière, on parle de pandémie. Les personnes malades ou infectées, mais asymptomatiques, c'est-à-dire que ce sont des porteurs sains qui ne développent pas la maladie, mais ils sont quand même porteurs de l'agent pathogène, eh bien, peuvent transmettre la maladie, évidemment. Alors, une personne malade peut transmettre la maladie, mais les personnes, quelquefois, ne sont pas malades, mais elles portent l'agent pathogène. Donc, elles sont également susceptibles de transmettre la maladie. Si le réservoir de l'agent pathogène est uniquement humain, plus les individus d'une population sont vaccinés, et moins l'agent pathogène a la possibilité de circuler. Donc ça, c'est intéressant. La propagation de l'agent infectieux se trouve bloquée, c'est ce que l'on appelle l'immunité de groupe. Et c'est important qu'il y ait une immunité de groupe dans chaque pays. La couverture vaccinale, quant à elle, correspond à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Donc c'est le rapport entre le nombre de personnes correctement vaccinées, c'est-à-dire ayant reçu à un âge donné le nombre de doses requises, et le nombre total de personnes qui auraient dû l'être dans la même population. Sa mesure est nécessaire pour savoir si le programme de vaccination est correctement appliqué, évidemment. En fonction du mode de transmission de l'agent pathogène et de son pouvoir infectieux, une couverture vaccinale suffisante, alors 95% dans le cas de la rougeole par exemple, mais il y a bien d'autres cas, eh bien, permet d'éviter les épidémies les plus graves. Donc la vaccination est très importante. Lorsque 95% des personnes sont vaccinées contre la rougeole, eh bien, ça évite évidemment les épidémies, et ça évite également que les personnes qui sont sensibles, en fait, qui sont faibles, qui sont sujets à risque, en fait, eh bien, ça évite que cette maladie ne les atteigne de manière beaucoup plus efficace. Cette vaccination évite également aux personnes fragiles, par exemple les nourrissons, les personnes âgées, mais les personnes qui ont un système immunitaire déficient, eh bien, ça évite de contracter la maladie qui pourrait leur être fatale, évidemment. Alors la vaccination, c'est également une affaire de santé publique. À ce jour, en 2022, eh bien, il y a 11 vaccins obligatoires chez le jeune enfant. Alors, la stratégie vaccinale, elle est mise en place par ce que l'on appelle l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire, on dit l'OMS. Bon. Donc, cette stratégie vaccinale, elle a permis d'éradiquer, par exemple, une maladie qui était très, très, très ennuyeuse il y a assez longtemps, en fait, qui était la variole. Donc, il n'y a plus de variole en ce moment. Donc, éradication totale de la variole, par exemple, en 1997. Et ça a permis de réduire considérablement à 99% les cas de poliomyélite également dans le monde. Mais la couverture vaccinale est insuffisante dans de nombreux pays, puisqu'il y a des pays au niveau desquels les maladies continuent à se propager. Et ceci pour des raisons économiques dans les pays pauvres et par méconnaissance du danger infectieux comparé au risque vaccinal dans les autres cas. Donc certaines maladies potentiellement mortelles, comme la rougeole par exemple, la diphtérie également, eh bien, sont en augmentation depuis un certain temps. La variole éradiquée, mais la rougeole non. Par exemple, poliomyélite, bon attention, pas la poliomyélite, mais la diphtérie. Les politiques de santé publique donc visent à informer plutôt de l'importance de la vaccination et rendre obligatoire certains vaccins. Cancer des voies génitales, de l'anus ou du foie. Et l'enjeu de la vaccination contre ces virus est une prévention de ces cancers. Alors, on avait parlé d'immunothérapie et puis on avait vu qu'il y avait des enjeux actuels importants relatifs à ces immunothérapies. Comment aider le système immunitaire
face à une maladie qui est déclarée, je pense par exemple à certains cancers. Eh bien, on parle d'immunothérapie. Alors c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est important et c'est très intéressant. Les connaissances acquises sur les acteurs et les phénomènes responsables des réponses immunitaires ont permis de mettre en point ce que l'on appelle des vaccins préventifs. Alors, comme on l'avait vu. Mais là, c'est plus récemment, il y a des procédés d'immunothérapie qui permettent d'agir sur le système immunitaire d'un patient en le stimulant ou en l'inhibant. Ça peut être dans les deux cas, et ceci contre la maladie dont il est atteint. L'immunothérapie, c'est un ensemble de techniques dont beaucoup sont en cours de développement et elle trouve son champ d'application principal dans le traitement des cancers. Et ceci en complément ou en remplacement de traitements plus conventionnels, par exemple la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, donc qui sont des méthodes contraignantes également. Et donc ces traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, éliminent les cellules cancéreuses, du moins le plus possible, mais le problème c'est qu'elles atteignent également les cellules qui sont saines. Donc c'est quand même gênant. L'immunothérapie, elle vise à détruire les cellules devenues anormales qui vont proliférer de façon incontrôlée et qui vont échapper à l'action du système immunitaire. Donc c'est déjà beaucoup plus ciblé. Si on a une cellule cancéreuse, ça détruit la cellule cancéreuse et pas la cellule qui est saine dans le tissu d'à côté. Bon. Alors maintenant, quels sont les enjeux actuels des immunothérapies? Eh bien, il y a différentes stratégies d'immunothérapie qui sont déjà utilisées contre les cancers. La première stratégie, on parle de vaccins thérapeutiques, peuvent être constitués soit d'antigènes extraits de la tumeur à traiter, soit de cellules tumorales rendues inoffensives, soit encore des cellules dendritiques ou de lymphocytes T stimulés in vitro et réintroduits chez le patient afin d'activer son système immunitaire et de détruire donc les cellules tumorales. L'immunité conférée est ainsi active et personnalisée, puisque, comme on l'avait dit, chaque personne possède au sein de ses cellules, au niveau des membranes par exemple, un système de reconnaissance unique et spécifique que l'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Deuxième stratégie d'immunothérapie utilisée contre les cancers, eh bien, ce sont les anticorps monoclonaux. Alors, ces anticorps sont spécifiques d'un antigène donné et ils peuvent être injectés aux patients. Certains reconnaissent des molécules à la surface de cellules cancéreuses, s'y fixent, empêchant leur prolifération et favorisant leur destruction. D'autres vont permettre aux lymphocytes T de redevenir opérationnels face aux cellules tumorales. Dans ce cas, l'immunothérapie est passive, puisque l'on apporte des anticorps produits par l'industrie pharmaceutique grâce à des techniques élaborées. Les anticorps monoclonaux sont aussi utilisés en cas d'infection microbienne, par exemple contre le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, de maladies auto-immunes également, par exemple la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Ou bien dans le cas de déficit immunitaire également, donc par exemple dans le cas d'absence de fabrication d'anticorps de manière naturelle. Donc ce sont des thérapies innovantes. Elles suscitent beaucoup d'espoir pour les patients malades auxquels elles accordent une rémission et permettent de diminuer les doses de traitement, améliorant ainsi leur état de santé en réduisant les effets secondaires. Mais elles ne sont pas utilisables pour toutes les formes de cancer, malheureusement, et pas toujours efficaces sur le long terme. Actuellement, elles sont très coûteuses, elles risquent d'entraîner une explosion des dépenses de santé et peut-être des inégalités dans l'accès à ce type de traitement. Ça veut dire que si par exemple on parle des anticorps monoclonaux qui sont donnés à certaines personnes et pas à d'autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus riches ou les personnes qui sont plus importantes que d'autres au niveau par exemple des politiques, des pouvoirs, etc. Mais peut-être qu'elles vont bénéficier plus d'anticorps monoclonaux que la personne pauvre qui est dans la rue et qui est au chômage ou qui est sans emploi et sans maison. Bon, bref, ça c'est la petite philosophie finale.
Bon, et bien voilà, hein, vaccination et immunothérapie, je pense que nous avons fait à peu près le tour. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment. Vaccination et immunothérapie, le cours est terminé, merci. Ah bah, j'ai les joues rouges, moi, bah dis donc. Alors, la petite photo finale. Bon, non, je ne sais pas la photo finale. Allez, terminé.